Ouais. Entre mon mois de décembre et mon mois de janvier, je dois faire plus de 30-40% de CA. J'ai fait l'aller-retour avec mon père, je me suis dit, mais tu sais quoi, on n'a rien à perdre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et au final, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises jusqu'à présent. Ah, j'adore, tu sais que j'adore ce bruit. Adri, merci d'être là. On est sur ce mois de colloque en Suède. Toi, tu as une agence de formation digitale, tu bosses avec le CPF, tu as un gros business, tu es en train d'exploser. D'ailleurs, tu nous fais ton meilleur mois là. C'est clair. Mais en fait, depuis que je suis arrivé en Suède, je fais vraiment le meilleur mois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu toutes les planètes qui sont en train de s'aligner. Entre le mois de décembre, là actuellement on est en janvier. Ouais. Entre mon mois de décembre et mon mois de janvier, je dois faire plus de 30-40% de CA. Putain, Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. mec, magnifique. La bonne énergie, le bon endroit, le bon environnement, c'est cool. Puis c'est le fruit de ton travail aussi, tu vois, tu as poussé assez longtemps dans la même direction. Il y a plein de sujets dont on va parler. Tu as construit aujourd'hui un business qui est rentable, qui va être passif très prochainement. Aujourd'hui, tu es encore un peu dans l'opérationnel, mais justement, même tu fais des deals avec des colocs pour t'en détacher, le structurer, le déléguer. Tu vas avoir une belle machine qui va tourner tout seul. À côté de ça, tu as fait des choix de vie qui sont hyper intéressants. Tu es propriétaire à côté, tu as quand même été dans l'IMO, tu as su capitaliser sur ton argent. Et pour un entrepreneur, tu vois, c'est pas un truc qui est toujours très facile. Il y a plein de choses qui sont intéressantes avec ton parcours. L'idée, c'est d'en parler, voilà, de voir un petit peu comment t'en es arrivé là, quoi. Nickel, nickel, nickel. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au début. C'est quoi ton premier business? Ça a commencé comment, mec? Alors en fait, mon premier business, c'est celui-ci. Sinon, j'avais déjà eu un premier projet qui n'a pas vraiment abouti. C'était un sac de randonnée innovant. En gros, c'était un sac de randonnée qui intégrait une veste imperméable. Et l'idée, c'était, quand tu es en rando, parfois il y a des changements de temps, il se met à pleuvoir, etc. C'était de tout le temps avoir ta veste imperméable et de pouvoir, en une fraction de seconde, pouvoir tirer la veste, s'équiper et pouvoir l'enlever. Ok. C'était plutôt un projet que vraiment une idée vraiment business rentable. Et Ok. du coup, là, c'est vraiment ma première activité. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 ans que j'ai commencé à bosser dessus. Et tu as toujours continué dans la même direction et tu l'as gardé Et et du c'est coup, dingue. on en parlait, mais c'est un peu ça le secret. C'est Ouais. de tout le temps faire la même chose, continuellement faire la même chose, la même chose, la même chose. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on peut bien avancer, quoi. Magnifique. Pourquoi il y a 3 ans tu t'es dit vas-y je me lance dans le business? En gros, avant, j'accompagnais des startups. En gros, je bossais dans un incubateur à Paris qui s'appelle Ouais. Station F. On avait des bureaux là-bas, donc je travaillais pour un incubateur qui était hébergé à Station F. Ouais. On accompagnait pas mal de startups tous les 6 mois et toutes les années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aides pour tout ce qui est startup, tout ce qui est innovation. Par contre, pour les TPE, les PME, qui sont locales, qui représentent la majeure partie du PIB, du CA, peut-être pas du PIB, mais en tout cas du CA, en tout cas qui sont des activités qui sont rentables, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément trop d'accompagnement, notamment sur le digital. Et les boîtes qui tournent déjà, leur apporter cette brique de digital, que ce soit de l'IA, que ce soit du SEO, des réseaux sociaux, ça pouvait vraiment les aider. Et je me suis dit autant concentrer son énergie sur des boîtes qui tournent déjà, plutôt que sur des startups. Attention, c'est un très beau challenge, hein, mais qui pour la plupart malheureusement ne verront jamais le jour. Ouais, magnifique. Et du coup, tu as continué dans cette direction de te dire, vas-y, je vais devenir l'expert des PME, de toutes les aides, de toutes les formations, de tout ce qu'on peut leur dire. Au début, tu pensais aide au général ou tu pensais directement formation? Du coup, alors au niveau de ma cible, maintenant, je bosse principalement avec des indépendants. Mais on peut très bien bosser avec des plus grands groupes. On a bossé avec des groupes qui ont des milliers de salariés. De base, je voulais plutôt créer une espèce de cabinet de conseil et formation qui était dédié aux PME pour les digitaliser. Et puis au final, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ma cible, c'était plutôt des indépendants. Et c'est pour ça que j'ai bossé de plus en plus avec des indépendants, en travaillant sur le volet du CPF, qui est un moyen de financement qui est hyper attractif et hyper intéressant dès qu'on est en France. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai un petit peu pivoté. Ok, ça fait déjà un point assez intéressant. Et tu avais avant cet univers startup, déjà un intérêt pour l'entrepreneuriat, l'idée de vas-y, je lance un projet ou même pas? Mais en fait, je pense que je l'ai toujours eu. De base, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Ouais. Tu vois. Donc mon métier de rêve, entre guillemets, c'était d'être inventeur. Et je pense que C'est stylé. c'est hyper corrélé avec le fait d'être entrepreneur. Ouais. Et donc j'ai toujours eu quand même pas mal d'idées sur différentes choses. Ça a commencé pendant les études supérieures où j'ai commencé à bosser sur ce sac de randonnée. L'idée avait été un peu laissée de côté parce qu'on a terminé les études. L'idée a été reprise ensuite quand je suis entré en master à Bordeaux. J'ai fait un master entrepreneuriat. Ok. Donc là encore, en fait, pour la petite histoire, de base, je ne voulais pas du tout aller dans cette école-là. Ok. Je pensais partir sur Montpellier, qui était beaucoup plus proche d'où j'habite, etc. Et au final, j'ai fait l'aller-retour avec mon père. Je me suis dit, mais tu sais quoi, on n'a rien à perdre. Go faire l'entretien là-bas. Et ça a hyper bien matché avec la personne qui était responsable pédagogique de ce master. Puis en fait, elle m'a dit, mais je suis pas censé te le dire là, Adrien, mais on te prend et tout. T'as carrément le profil qui correspond. Elle m'a un peu vendu ce qu'il faisait et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Magnifique. Et même si on entend beaucoup de choses sur les masters entrepreneuriat, comme quoi on n'est pas vraiment dans le dur, que c'est plutôt théorique, etc., j'ai quand même appris énormément de choses. Et c'est peut-être ça que, voilà, de fil en aiguille, j'ai pu trouver un stage à la Station F, accompagner des startups, être dans l'innovation, dans la création. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, a fait que je me suis lancé.
Mec, c'est dingue. Et au début, tu étais genre réticent à l'idée d'aller là-bas, dans ce master? Bah écoute, au début, j'avais même pas forcément. En fait, j'ai pas du tout envie d'y aller. En fait, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, c'est que je pensais vraiment que j'allais aller ailleurs et j'y allais un petit peu pour y aller sans trop Ouais. le savoir. Je m'étais pas fermé de porte et au final, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises jusqu'à présent, quoi. Ok, donc master, start-up, et puis après tu dis je lance mon truc. C'est ça. Quand tu l'as lancé, qu'est-ce qui te différenciait des autres? Alors, au niveau de ma différence principale, en fait, je voulais lancer vraiment une boîte. Mm. Quand on parle de formation, etc., on voit souvent des formations qui durent plusieurs mois, où on voit beaucoup de théories, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément primordiales, à mon sens, au niveau de l'activité. Mm. Et donc, moi, l'idée, c'était plutôt de faire des formations. Ok, on a un petit peu de théorie, puisqu'il faut quand même travailler en bonne intelligence, Mm. connaître le fonctionnement de la thématique en question. Mais à côté de ça, surtout avoir de la formation où on mise sur la mise en pratique. Ok. Et ce qui se dit maintenant des formations, en fait, c'est que j'ai pas perdu une journée en formation. Je ressors de la formation avec des choses qui ont été créées Mm. et j'ai vraiment fait une journée de travail où j'ai appris des choses. Donc, typiquement, dès que les personnes suivent une formation sur du SEO, elles vont travailler leur SEO pendant toute la durée de la formation. Sur du LinkedIn, ils vont lancer leur campagne de LinkedIn automatique, etc., etc. Sur de l'IA, ils vont créer leurs agents pendant la journée de formation. Enfin, c'est vraiment très, très tourné opérationnel. Magnifique. Tu vois une vraie plus-value pour ces gens-là qui ont accès à ces formations? Tu vois un changement? Ouais, complètement. En fait, au niveau des personnes, j'ai bossé avec des personnes du coup que je connaissais déjà d'autres réseaux qui ont suivi typiquement une des formations et qui ont eu leur premier client grâce à ça. J'ai travaillé avec des personnes sur de l'IA qui me disent en fait que suite à la formation, de 1, ça leur ouvre le champ de ce qui est possible au niveau de l'IA, mais de 2, surtout, elles ont mis en place des choses qui leur permettent de gagner du temps. Donc l'idée, nous, c'est de faire des formations qui ne sont pas forcément trop longues, entre 1 et 3 journées, mais pendant lesquelles en fait, on met tellement de choses en place qu'à la sortie, en fait, c'est comme si on avait fait des journées de travail et c'est un investissement sur la suite, quoi. Ok, magnifique. Et pourquoi tu as choisi ce modèle-là du CPF? Juste parce que tu as vu l'opportunité en startup ou il y avait un sens particulier pour toi? En fait, au niveau des formations, j'identifie en fait plusieurs acteurs. On a plutôt tout ce qui est infopreneuriat. Donc on voit les gros comme Yomi Denzel, etc., qui ont des images de marque, des personal brands qui sont quand même assez costauds. Après, on a tous les organismes de formation qui sont plutôt classiques, un peu à l'ancienne. En fait, je voulais me mettre entre les deux. Ok. Et au niveau du coup du financement CPF, en fait, quand on n'est pas un Yomi Denzel ou quand on ne veut pas être infopreneur, je trouve que c'est beaucoup plus dur de commercialiser de la formation sans ce CPF-là. Et donc maintenant en France, le CPF est devenu, ou les OPCO, les moyens de financement globaux sont quand même devenus des moyens de financement qui sont quasi primordiaux et les gens veulent se former parce que c'est financé. Ok. Donc la motivation primaire, c'est de se dire c'est gratuit, comme souvent en France. Alors, ouais, c'est ça. Entre guillemets gratuit, il y a souvent un petit reste à charge. Ouais. Mais oui, le côté financé est primordial. Ok. Ça a pris longtemps pour toi d'avoir le premier dossier validé qui a fonctionné. Comment la première opération a marché en fait? Alors, au niveau de l'histoire, ça a pris, je pense, 6 mois. Ah 6 ouais. mois. J'ai démarré, donc j'ai quitté Paris. Je suis revenu ici. Ouais. J'ai commencé à faire du porte-à-porte dans Avignon et dans plusieurs villes autour. Ok. Pour inviter des personnes, vraiment du porte-à-porte. Pour inviter des personnes à participer à des mini-formations de 2-3 heures, une demi-journée. Donc j'ai trouvé des intervenants sur du SEO, sur des réseaux sociaux, etc. J'ai loué une salle à ma charge, à mes frais. J'ai essayé de faire ça bien avec des petites bouteilles d'eau, vraiment même le petit déjeuner à chaque fois, etc. dans une salle assez sympa. Et j'ai fait du porte-à-porte. J'ai trouvé des personnes et en fait je les ai invitées sur 4 dates différentes. Il y avait entre 5 et 10 personnes à chaque fois. Et c'est comme ça que je me suis dit en fait ok, il y a un marché. Les personnes là sont pas forcément prêtes à payer parce qu'elles veulent des moyens de financement. Certaines étaient prêtes mais pour la majorité non. Et du coup je me suis dit bah go, on passe Calliope, donc il a fallu regarder comment ça fonctionnait pour avoir la certification Calliope, et ensuite, une fois que j'ai eu Calliope, comment est-ce qu'on peut s'attaquer au CPF, puisque ça se fait vraiment en deux parties. Tu sais que ça, je trouve que c'est la meilleure école de porte-à-porte. C'est tellement sous-coté aujourd'hui parce qu'on est rentré dans un truc digital où tout le monde a peur de parler à des humains, on est trop sur nos téléphones, etc. Mais en réalité, il y a tellement d'oseille à faire, à toquer simplement à des portes. Moi, je l'ai vécu comme toi et c'est comme ça que j'ai lancé l'une de ma première agence, en gros. Et en fait, c'est un marché qui est aujourd'hui pas utilisé. Tu sais, il y a souvent ce truc de mer rouge, mer bleue, là. Ouais, de fou. Tout le monde se bat sur les réseaux, les machins, il y a du contenu partout. Toque à une porte. En réalité, ça peut paraître con et complètement contre-intuitif, mais je trouve que ce que tu as dit, c'est pour se lancer, tu vois, sans budget et tout, c'est une vraie opportunité, quoi. Et c'est formateur. Complètement. Et puis au-delà de ça, justement, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rejoint un réseau d'affaires qui s'appelle le BNI. En fait, c'est un réseau où on se rencontre, nous, dans notre groupe, tous les mardis matins, de 7h à 9h. Et le but, on est entre 30 et 40, et le but, c'est qu'on s'envoie des clients. Donc le maçon, par exemple, dès qu'il entend quelqu'un pour une formation, il peut me le renvoyer. Moi, si j'entends quelqu'un qui veut construire sa maison, qui a besoin de faire un agrandissement, je peux le renvoyer vers lui, vers le terrassier, vers le plombier en fonction des travaux. Ça va en indépendant. Et puis il y a des personnes qui sont en gestion de patrimoine, il y a des personnes qui créent des sites internet. Et donc ensuite, le but, c'est d'avoir des synergies entre toutes nos activités
et mixer ce côté où moi je vends du digital, mais je travaille avec des personnes en réseau local ou en zone physique, etc. Ben, c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir mes premières ventes aussi. Parce que ce sont des personnes du groupe qui m'ont fait confiance, qui m'ont pris les premières formations et ensuite ont pu partager à d'autres personnes. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai fait mes premiers CA. Ok, et c'est à ce moment-là tu t'es dit bah, c'est plus un test, ça marche. Et après comment t'es passé de je toque à des portes à je veux déléguer cette partie-là, en tout cas cette partie acquisition, à je crois qu'aujourd'hui tu bosses avec une agence, comment ça fonctionne? Alors, au niveau du coup un peu des différentes étapes, au début je m'occupais de faire tout. Donc tous les papiers par rapport à Calliope pour avoir les dossiers de financement, etc. Je m'occupais d'animer des formations. J'ai démarré petit à petit la sous-traitance, mais comme j'étais en auto, c'était pas hyper intéressant parce que on peut pas déduire des charges. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de plus en plus de sous-traitance. Là, je me suis dit qu'il y avait un vrai intérêt à passer en société. En parallèle de ça, étant donné que moi, la partie administrative, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ma zone de génie, c'est quelque chose pour lequel je prends du temps et ça me plaît vraiment pas, ça me plaît vraiment pas. Et ben, j'ai commencé à prendre une assistante administrative, une freelance, qui s'occupait un peu de tous ces dossiers-là. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, elle a commencé à bosser quelques heures par semaine, et puis de plus en plus. Une personne alternance m'a rejoint pour faire tout le site internet, bosser avec moi sur le SEO. Il a reconduit sa deuxième année là. Et puis au final, j'ai pu prendre quelqu'un en CDI pour gérer toute l'administrative. Et là, on est à un tournant qui est assez marquant, on pourra en parler après. Mais c'est que je suis dans une phase de recruter une deuxième personne pour le admin, de prendre quelqu'un pour m'occuper de la commercialisation. Donc pour l'instant un freelance et ensuite pourquoi pas internaliser. Mais c'est vrai que là, je suis à un stade où ça commence à être intéressant parce que je peux commencer à déléguer de plus en plus. Magnifique. Ça fait un développement qui est assez rapide, je trouve, quand même. Parce qu'en réalité, entre le moment où tu toques à ta première porte et le moment où tu as une agente administrative, un CA récurrent et ça commence à tomber, c'est passé quoi, 6 mois, 8 mois? Franchement, déjà entre le moment où je démarre et le moment où j'ai fait mon premier CA, t'as 6 mois. Ouais. Donc le moment ensuite où l'assistante administrative arrive, je rajoute encore bien 6-8 mois. Ouais. Ouais, et j'ai bossé après une bonne année et demie avec l'assistante administrative et là ça fait quelques mois qu'Elisa qui est en CDI nous a rejoint. Donc au final, il y a eu plusieurs étapes, mais là on arrive vraiment à un moment où on est vraiment structuré. Et puis ce qui est cool, c'est que je bosse ici avec Pierre-Louis qui va s'occuper justement de tout mon CRM, de toute ma refonte pour pouvoir derrière mieux scaler, avoir des process qui sont plus automatisés, plus rigoureux, plus carrés et plus accélérés. Grave. Est-ce que par rapport à tout ça, il y a peut-être un truc que tu as appris sur ce business de formation de CPF qui t'aurait peut-être fait gagner 2 ans si tu l'avais su plus tôt? Alors quelque chose qui m'aurait fait gagner 2 ans, au final, alors le fait d'accompagner des startups, quand même, je voyais pas mal de choses. Je voyais des choses, mais même si on sait les choses, je pense que tant qu'on les expérimente pas, on les assimile pas forcément. Okay. Je connaissais des erreurs que j'ai fait moi aussi, même si forcément ça m'a pas mal limité le fait de voir d'autres personnes faire des erreurs. À côté de ça, moi, mon plus gros frein, c'était un peu de tout débroussailler, ce côté un peu administratif, quand on est en France notamment. Il y a beaucoup d'admin, dès qu'on veut bosser dans de la formation. C'est dur, hein. Je vais pas trop en parler, je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai qu'au début, il faut quand même pas mal débroussailler. Ouais. Surtout que dès qu'on démarre, on a zéro. Donc on ne peut pas sous-traiter cette partie-là. C'est compliqué de se faire accompagner. Donc il y a eu un gros boulot sur comment est-ce que ça marche, les moyens de financement, etc. Ok, je comprends. Et tu as eu un moment où tu t'es énormément planté sur cette boîte, je sais pas, tu formes quelqu'un et le CPF passe pas, ou tu perds vraiment de l'argent. Il y a eu une grosse erreur que tu as faite? Alors, un gros coup de chaud. On a eu un petit coup de chaud dernièrement, où en gros on a eu un contrôle du CPF sur une trentaine de dossiers qui est tombé le 22 décembre, donc pendant les fêtes. On avait 5 jours pour y répondre. Ma collègue Elisa, du coup, ne travaille pas le mercredi parce qu'elle est sortie. Puis on est dans le 24, le 25. Et au final, on se retrouve vite à la fin de la semaine. Donc là, encore une fois, en fait, tu peux compter sur des équipes qui sont top. Donc on a pu faire en sorte que ça se fasse. Après, vraiment, un gros coup de chaud. C'est le principal gros coup de chaud. Non, une petite frayeur une fois, petit bug du CPF m'informant que j'ai été viré que j'ai plus accès du coup à ça, mais c'était un bug qui était naturel. Mais non, sinon c'était ça. Ok, ça marche. Mais tu vois, je reviens sur un truc, donc t'as eu quelques petites galères, mais ça va. Pour le moment, tout s'est bien passé assez vite. Comment tu as eu la conscience, sans des années d'expérience, de dire bon bah ça commence à marcher, parce qu'après tu as acheté ta maison, c'est un sujet dont on peut parler, tu vois, de placer ce capital-là, de le sortir, comment ça t'est venu? Pourquoi tu as eu cette logique-là en fait? Alors au niveau de l'organisation en fait, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, on ressent certaines choses, on ressent des choses, mais globalement j'ai pas envie d'accélérer parce que je sais que si j'accélère trop, je vais perdre le contrôle et ça risque d'être plus compliqué. Donc moi je préfère avancer à chaque fois par palier, me dire ok, je passe d'une freelance qui va m'aider sur l'administrative à une personne en CDI, on peut accueillir de plus en plus de dossiers. Là on a fait on a fait 79 000 € sur le mois de janvier, donc à deux, ce qui est une très belle, ce qui est très bien pour nous. Donc là ensuite l'idée pour accélérer, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre l'école,
avoir une deuxième personne sur l'administratif et en fait avancer comme ça de manière progressive parce que au final, si tu vas trop vite et que t'as pas, en tout cas, je pense que tu peux aller vite quand tu as l'expérience. Quand tu es comme moi et qu'au final, en fait, chaque étape est nouvelle, Ouais, je pense que c'est bien de vouloir aller vite, mais de quand même se dire, ok, on avance de manière assez sérieuse, enfin, posé, on essaie de réfléchir justement. Et c'est pour ça que typiquement PL va m'aider pour la mise en place de mon CRM parce que c'est une étape qui est primordiale. Donc en fait, le fait de ralentir, ça te permet aussi vachement de sécuriser. Donc le fait de passer par des mecs comme PL, de prendre le temps de recruter au début freelance, d'y aller pas à pas, d'acheter justement cette maison pour sécuriser une partie de ton patrimoine. En fait, en réalité, pour toi, ça a été une manière de sécuriser ce que tu as déjà gagné, de sécuriser tes actifs en fait. Ça me permet de sécuriser un peu des actifs. Et puis l'autre question qu'on pourra aborder aussi, c'est à la limite le cas de revente. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi. Je pense qu'il faut que j'attende un petit peu parce que là, au final, j'ai une boîte qui se valorise forcément, mais je pense qu'elle ne se valorise pas grand-chose. Mais l'idée ensuite, c'est de pouvoir avoir une boîte qui se valorise un minimum pour sortir de son cash. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. De un, une boîte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Deux, quand tu es dépendant principalement des financements publics, surtout avec le contexte actuel tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir me sécuriser en sortant une partie du cash pour faire entrer des personnes dedans. Et voilà. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir déjà se payer. Parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui pensent à la rentabilité de leur boîte, au CA de leur boîte, mais déjà au CA sans penser à la marge. Et ensuite, ils gardent toute la marge dans la boîte. Eux, ils se versent rien du tout. Et en fait, ils se retrouvent au bout de 2, 3, 4 ans avec rien du tout sur le compte. Un jour, il se passe quelque chose, une simple erreur, ça peut coûter très cher. Et puis en fait, ils ont travaillé pendant 3-4 ans. Pas pour rien, parce qu'ils ont appris des choses, mais au final, ça aurait été 3-4 années où il n'y a vraiment rien sur le côté perso qui est rentré. Et je pense que c'est une vraie erreur des personnes de ne pas se payer en priorité. Parce qu'au final, c'est trop important, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Tu penses que en tant qu'entrepreneur, on doit se payer en priorité pour se forcer aussi à être dans l'action, à faire plus de ventes? Alors oui et non, dans le sens où typiquement là j'ai eu un autre souci avec le paiement de... En gros, j'ai fait une demande de changement de RIB. Ouais. Et cette demande de changement de RIB a pris 6 mois. Ok. Et donc là, pardon, autant pour moi. J'ai fait une demande de changement de RIB et cette demande de changement de RIB a pris 6 semaines. Ah oui. Et donc ça fait 6 semaines où on ne peut pas facturer. Et ensuite, une fois qu'on facture, il faut compter encore 1 mois avant de recevoir les sous. Donc grosso modo, ça fait 2 mois et demi sans entrée d'argent. Donc une chose à avoir, c'est de la trésorerie pour pouvoir anticiper ce genre de cas. Et une deuxième chose à avoir, c'est ok, tu as quand même des salaires à payer, mais du coup, si pendant ce laps de temps, tu sais que tu es short au niveau de la trésor, c'est pas tes salariés qui doivent en payer les conséquences, c'est pas tes équipes, c'est toi qui dois faire, qui doit serrer la vis. Moins de payer, pas de payer. Donc ça, c'est le problème du coup du fondateur. Mais l'erreur que font beaucoup de personnes, au contraire, c'est de ne pas se payer. Par exemple, moi, quand j'étais en auto, je sortais quasiment toute la trésor. Parce que j'étais pas dans une logique de créer quelque chose où je voulais développer la chose. Je voulais vraiment faire sortir du cash parce que je voulais me payer. Et même là, je me verse toujours un salaire. Et il n'y a pas de mois où je me verse pas de salaire parce qu'en fait, c'est trop important, quoi. Est-ce que le fait de faire exploser ton business, là tu le disais, tu arrives sur des 70, 80K, le fait de vraiment augmenter ton CA et par conséquent tes marges, ça te met un peu plus à l'aise, ça te rassure, on va dire, financièrement? Ouais, de fou, ça rassure. Ça rassure parce que là, au final, je me verse un salaire qui n'est pas énorme, mais derrière, j'ai l'avantage de pouvoir faire passer la voiture dessus. Quand en société, tu peux faire passer ta voiture, il y a une partie de ton essence. Enfin, tu vois, il y a plein de choses du quotidien comme ça qui sont intéressantes, ta mutuelle. Donc forcément, moi, typiquement, là, tu vois, je me verse entre 2000 et 2500 euros de salaire. L'idée, c'est de terminer l'année à un petit peu plus, mais c'est surtout de pouvoir sortir des dividendes et en fait de me verser tous les mois quelque chose avec lequel je suis ok de vivre. Je peux mettre un peu d'argent à côté, mais surtout je peux vivre sans me restreindre parce que j'ai un rythme de vie qui est pas fou. Mais à côté de ça, le but c'est qu'à la fin de l'année, je puisse me sortir un gros billet, le réinvestir sur autre chose. On en pourra parler, mais j'ai acheté une maison qu'on a rénovée avec ma copine. Et puis il reste encore 2-3 choses à faire, donc pourquoi pas aussi passer une partie de son argent là. Beaucoup de personnes, tu vois, sont pas d'accord avec ça, dans le sens où quand tu investis ton premier bien, forcément ton taux d'endettement, etc., il y passe. Investir dans sa maison qui n'est pas forcément un actif, parce que c'est un truc qui est... voilà, par exemple, pour refaire la façade, en vrai, c'est juste moi, je suis content d'avoir une façade qui est sympa, mais c'est pas quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Et du coup, je pense qu'il faut quand même différencier ce fait de... Ok, on travaille pour développer nos projets, etc., mais je pense qu'aussi on travaille pour vivre, pour se faire plaisir. Et moi, si j'ai du plaisir à avoir une maison où je me sens bien, c'est parce que c'est vraiment important ça aussi, au final, je suis ok de faire ça et de me dire, de pas être dans une logique où c'est que de la création de richesse qui est derrière tout ça. Ok.
Par rapport à ce choix que tu as fait d'acheter une maison, tu sais, sur Connect, on a énormément d'entrepreneurs qui sont à l'international, voire expatriés. Aujourd'hui, je dirais que 50% des gens ne sont même plus français, en tout cas pas résidents français, ils sont à plein temps à l'étranger. Et pour eux, ce qui prime souvent, c'est la flexibilité. C'est de se dire, si je veux être là tel mois ou là tel mois, je suis. Et alors, ils ont une stratégie différente, ça ne veut pas dire qu'ils investissent pas, ça veut dire qu'ils investissent, mais sur une maison secondaire. Qu'est-ce qui a fait le choix pour toi d'acheter une résidence principale et pourquoi ce choix-là? Et est-ce que tu avais déjà eu peut-être des expériences à l'international avant de venir ici à Stockholm, tu vois? Alors du coup, le choix de la résidence, c'est un choix de vie, Mm. parce qu'avec ma copine, on voulait investir dans une maison, enfin, on voulait construire notre chez nous. J'ai déjà eu des expériences à l'international, enfin, j'ai vécu une année en Norvège, j'avais un petit peu bossé en Angleterre, j'avais fait une année de sac à dos où j'étais parti en Asie, en Australie. Incroyable. Donc ce côté un peu baroudé, Mm. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je sais qu'à côté de ça, moi, ma vie, elle est en France, à l'inverse de beaucoup de personnes dans Connect, Mm. qui ne sont pas forcément alignées avec le fait de rester en France. Et c'est Mm. quelque chose que je peux comprendre parce que, bon, c'est un sujet, mais en France, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas forcément motivé à rester en France. Au début, tu as certaines aides, mais après, au final, tu te fais quand même pas mal zigouiller sur l'imposition et le reste. Donc, je peux les comprendre. Et du coup, au niveau de la partie actif, en fait, ok, la maison, c'est pas un actif, etc. Je voulais mon chez moi. Mais je pense qu'au final, le meilleur actif que tu puisses développer quand on est à notre stade, Mm. en fait, c'est de créer une boîte. Et cette boîte, en fait, c'est un vrai actif, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent, c'est quelque chose qui, à la revente, doit aussi pouvoir te sortir de l'argent. Et moi, je vois plutôt ça comme un tremplin, tu vois. Mm. J'ai cette boîte, ok, je gagne de l'argent avec, je peux investir dans d'autres choses, mais si du jour au lendemain, je vends cette boîte-là et que j'en retire un billet, en fait, je pourrais peut-être investir dans 2-3 appartements, investir un petit peu dans de la bourse. J'avais un peu investi dans de la crypto, enfin, tu vois, et après diversifier les investissements. Mais là, je préfère focus toute mon énergie sur la boîte Mm. et ensuite pouvoir à terme Mm. diversifier tout ça. Donc toi, il y a un vrai intérêt sur l'investissement en fait, futur, sur le fait de valoriser ta boîte et de la revendre. En fait, tu as raison et ton why France, je dirais, c'est t'aimes la France, t'aimes vivre ici, tu as ta vie là. Et en plus de ça, il y a un vrai intérêt business. Bah, de fou, parce que moi, le CPF, c'est ce qui fait. Enfin, c'est le moteur de mon business. Vraiment, le CPF, les OPCO, les moyens de financement. Donc à l'heure actuelle, c'est même pas une question de pouvoir partir m'expatrier. Mais à côté de ça, comme tu le dis, oui, moi, je suis bien où je suis et j'ai pas forcément cette envie d'aller ailleurs. Même si le fait justement de rejoindre la coloc Connect, en fait, c'est trop bien parce que ça te fait ressortir de ton quotidien. C'est hyper motivant, t'es avec d'autres entrepreneurs, tu rencontres d'autres personnes, t'es dans un mood. Mais tu vois, par exemple, typiquement, le fait que j'ai presque doublé mon CA ce mois-ci, bah, je sais pas, je me dis, depuis que vraiment, dès la première journée, j'ai fait ma meilleure journée. J'ai eu 5 calls, les 5 ont été closés. J'ai un panier moyen qui est à 2000 euros, ça fait 10 000 euros de ça en une journée. Là, c'est trop bien. Bravo mec, c'est un beau retour. Bravo pour toi. Bah ouais, trop bien. Ça fait plaisir. Ouais, je pense que tu vois, l'énergie, elle est importante en fait. Je l'explique souvent ce truc sur Connect. Moi, je pense que chaque humain est comme un poisson qui doit trouver son propre banc de poissons, tu vois. Et nous, le problème, c'est que entrepreneur, qui plus est entrepreneur jeune du digital, parce que toi, ton business aujourd'hui, il est essentiellement en ligne quand même. C'est très compliqué de trouver des gens qui nous ressemblent. C'est pas accessible facilement et c'est un vrai besoin qu'on a, tu vois. D'où le Connect. Le why, il est là. Et ça m'amène sur un second point, tu vois, justement, le fait d'avoir pour toi ce business en ligne, finalement, tu as quand même fait le choix de rester en France. Beaucoup de gens rêveraient de quitter la France s'ils avaient l'opportunité que tu as aujourd'hui. Et je pense qu'on ne parle pas assez des avantages qu'on a. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ta société, bah, tu peux faire passer pas mal de trucs. Connect est l'un des exemples. Pour ceux qui ne savent pas, bah, Connect, aujourd'hui, c'est un co-living professionnel. Ça s'adresse à des gens qui viennent pour travailler, donc évidemment que ça passe en charge sur votre boîte. Il n'y aurait aucun sens de payer ça de manière personnelle. Le vrai but, c'est ça s'adresse à des entrepreneurs. Tu ne pourras pas venir si tu n'es pas entrepreneur et que tu n'as pas un business qui tourne. Donc tu vois, il y a un vrai intérêt de se dire, bah, là tu peux le faire passer en charge et ça t'économise un vrai impôt. Tu peux faire passer ta voiture, tu as des zones, toi tu l'es en ZRR, ça c'est un vrai type, ce que personne ne connaît. C'est quoi la ZRR? Alors, moi je suis dans une zone du coup qui est un petit peu différente en fait Alors il faudra que je vérifie ça avec mon expert comptable, mais c'est une zone globalement, je suis dans une zone, j'ai plus le nom exact en tête, où pendant 5 ans je ne vais pas payer d'IS. Donc typiquement, les bénéfices que je vais tirer de ma société, je suis tranquille avec le fait de ne pas directement les cramer pour derrière éviter ou minimiser mon IS. Donc ça c'est un gros avantage. Ouais, carrément. Ça, tu vois, je pense qu'aujourd'hui en France, même accessible à notre niveau, on dit souvent que la France, ça s'adresse à des ultra riches. Le vrai problème, je pense, de la France, certes, il y a beaucoup de taxes, c'est surtout le contrôle. C'est la lourdeur administrative, c'est insupportable. Moi, je vois des gens, ils ont des boîtes à Hong Kong, aux US ou peu importe, et ils n'ont aucun papier. Il faut rien. La compta, les papiers à récupérer, nous, on se fait taper sur les doigts s'il manque un ticket de 5 euros, tu sais. Et eux, ils n'ont pas ce truc-là.
Mais je pense que d'un autre côté, il y a quand même des compromis où tu vas jamais concurrencer ces montages-là, mais pour 20 ou 30% d'impôts supplémentaires, si tu es éligible en ZRR, que tu n'as aucun impôt sur l'IS, bah aujourd'hui, tu vas pouvoir avoir quand même un taux d'impôt qui est intéressant, valoriser une boîte, et ça, c'est l'avantage, parce que ta boîte à Hong Kong, ta boîte aux US, ta LLC, c'est moins bien valorisable qu'un actif, c'est un vrai actif, une boîte française, c'est quand même un pays aujourd'hui qui est stable. Alors, on peut se poser la question pour combien de temps, il y a un univers très morose autour de la France, et d'ailleurs, ça m'intéresse, c'est quoi ton avis, toi, par rapport à ça, par rapport aux aides de l'État, qui est quand même une grosse partie de ton business? Alors, moi, forcément, j'espère que les aides de l'État vont continuer. Je pense que l'État a quand même beaucoup investi en termes de moyens humains, financiers, etc., sur toute cette partie, typiquement CPF. Les personnes savent qu'elles ont cotisé à ça. Donc, je pense que l'État ne va pas fermer directement les vannes. Mais on le sait, il y a des restrictions budgétaires, il y a pas mal de choses qui sont en place. Et même au niveau de la géopolitique internationale, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent. Pour être honnête, je n'ai pas une connaissance suffisante pour vraiment avoir un avis qui est tranché et qui est intéressant là-dessus, mais il se passe tellement de choses qu'au final, il faut un peu s'attendre à tout. D'où le fait de se dire, en fait, quand tu crées quelque chose, sécurise-toi, retire ton cash et ok, réinvestis-le dans des choses qui sont plus ou moins risquées, tu vois, de la pierre où on a l'habitude de dire que c'est pas trop risqué, des choses qui sont plus volatiles, sécurise-toi. Et du coup, moi, en tant que dirigeant, typiquement, tous les mois, j'ai 200 € de ma société qui vont dans une caisse retraite. Et c'est comme ça qu'au final, je me crée ma retraite. Et dès que je ne sais plus forcément à quel moment, etc., je pourrais retirer cet argent-là. C'est quelque chose ça. que je peux même donner à ma succession, bon, j'en ai pas encore, mais qui est exonéré d'impôt. Tu es un des premiers que je rencontre sur Connect qui a un avenir positif sur le système des retraites. Et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est 200 € que je mets tous les mois, je les donne à l'État et je leur fais confiance, dans 30 ans, 40 ans, ils me redonneront. Ah mais je suis absolument pas positif sur ce côté-là. Ma retraite, c'est moi qui vais me la faire. Ouais. Mais en fait, je me dis, je me diversifie, tu vois. Qu'est-ce que c'est 200 € sur une boîte qui, tu vois, typiquement, nous, on marge à allez, un peu plus de 50%. C'est-à-dire que sur un CA qui est à 80 000 €, grosso modo, on a 15 000 € de frais de structure. Donc, tu vois, le reste, ça peut être des bénéfices que je peux retirer en dividende à la fin. Et tu vois, si je mets 2, 3, 400 € tous les mois, c'est pas quelque chose qui va me faire mal au niveau de la trésorerie, et c'est quelque chose qui va me sécuriser. Et si un jour ma boîte, elle crache, que dans ma vie, j'arrive pas à monter une boîte, que c'est compliqué, j'arrive pas à trouver un emploi, peu importe X ou Y raison, on sait pas ce qui peut se passer. Et en fait, je sais que j'ai cette petite cagnotte qui fait que je me serai au moins un petit peu sécurisé. C'est pas débile, ouais. Ah, tu sais que je l'ai jamais vu comme ça. Vu comme ça, c'est pas si débile, parce que du coup, ça passe en frais de boîte pour toi. Et que c'est un très petit montant par rapport à... C'est ça. Et puis au-delà de ça, même, c'est intéressant... encore fiscalement parlant, au niveau de tout ça, j'ai pas forcément des connaissances qui sont poussées, mais c'est quelque chose au niveau des frais de succession que tu peux redonner du coup à tes enfants, et c'est exonéré de frais. Et au-delà de ça, si tu as besoin d'acheter une résidence principale, tu peux débloquer cet argent dans le cadre de l'achat d'une résidence principale aussi. C'est vrai ? Ouais. Et ça, du coup, t'es pas taxé dessus sur ta cotisation retraite ? Et du coup, alors on pourra vérifier, Ouais. mais je crois que c'est un peu le même système qu'un PER par exemple. Ok. PER, au final, le plan épargne retraite, putain. tu mets de l'argent dessus. Et moi, je l'ai utilisé en fait aussi une année où j'avais fait, l'an dernier par exemple, c'était qu'en 2024 ou 2025, j'ai fait 100 000 € sur mon auto-entreprise. Donc 100 000 € sur une auto, c'est intéressant, sauf qu'au niveau de l'impôt perso, tu te fais quand même pas mal dégommer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un PER. Et donc ce PER, je l'ai débloqué dans le cadre de l'achat de ma résidence principale. Et c'est en fait, le fait d'avoir mis cet argent sur le PER, ça m'a permis aussi de baisser ma rémunération. Et donc ça me permet aussi sur une année de me dire que j'ai baissé mes revenus, donc j'ai payé moins d'impôts. Forcément, le fait de le débloquer, sur l'année prochaine, je devrais les payer. Mais moi, sur l'année d'après, moi, j'ai pu stabiliser et moins me verser d'argent, quoi. Ou moins mieux gérer ma trésor. Ça, les gars, écoutez bien, parce que ça, c'est un très bon conseil qu'il vient de vous donner. Il est hyper intéressant, ton montage sur ça. Et tu vois, c'est ça que j'aime quand même en France, c'est un jeu d'échecs. Alors, il y en a plein que ça fait chier, tu vois. Mais là, tu viens de nous le prouver encore une fois, il y a plein de tips, de manières de s'organiser pour, en réalité, être plutôt pas mal à la fin du mois, tu vois, sur ce que tu payes, etc. Et c'est hyper intéressant ce montage. Ça, je vais m'enseigner pour le coup. Même moi, personnellement, je trouve ça pas débile en fait. Ouais, complet. En gros, l'idée, c'est de mettre l'argent sur un compte. Ouais. Si tu as besoin, par exemple, d'acheter une résidence principale, tu peux le débloquer. Sinon, en fait, il y a certains cas où tu peux le débloquer, dont l'achat de la résidence, c'est intéressant. Ça, c'est dingue. J'avais généré trop de revenus, mais parce que je faisais de la sous-traitance, donc au final, c'était même pas tant de marge que j'avais pu générer, mais ce que j'allais payer en impôt, c'était énorme parce que j'étais indexé sur mon chiffre d'affaires en tant qu'auto, et donc derrière, j'allais me faire allumer au niveau de mon imposition. C'est pour ça que j'ai ouvert ce PER, et je savais que j'allais le débloquer dans le cadre de la résidence principale. Mec, je trouve ça magnifique. Ok, très bon conseil.
J'aimerais te parler un petit peu d'un autre sujet pour dériver un peu de tout ça. Est-ce que toi, du coup, depuis ça, forcément, tu as rencontré, tu as côtoyé d'autres entrepreneurs. Ici, chez Connect, on est avec une dizaine d'entrepreneurs, donc tu en vois plein. Est-ce qu'il y a des erreurs? C'est quoi en fait l'erreur que tu vois le plus souvent chez beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui veulent monter un business? C'est de se disperser. J'en parlais encore hier avec Lorenzo, Ouais. même avec un pote au téléphone. Et au final, le fait de se disperser, ce qu'on appelle l'objet brillant, c'est la pire erreur. On en parlait aussi ensemble. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose. Tous tes efforts, c'est dans la même chose. Ta courbe de progression, de connaissance de ton marché, forcément, elle augmente, etc. Tu es de plus en plus expert de ton marché. En fait, pourquoi tu veux aller voir ailleurs? Ok, c'est intéressant de se diversifier, d'avoir d'autres business, etc. Mais je pense que la clé, c'est de faire une chose après l'autre, fais-la bien. Et une fois que tu fais ça bien, en fait, tu sais que tu peux la scaler, tu peux être meilleur, tu peux sortir un peu de l'opérationnel. Et rien n'empêche qu'une fois que tu es sorti de l'opérationnel, bah, tu puisses focus ton énergie sur un autre projet, quoi. Et du coup, l'erreur principale, ça va être vraiment de voir un peu tous les objets brillants et de ne pas focus sur une seule chose. Je suis très aligné. Arrêtez de vous prendre comme Elon Musk, comme disait Lorenzo. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs business. Un qui tourne, c'est déjà bien. On fera de la vision dès qu'on aura des sous, mais là, pour l'instant, opérationnel. Et est-ce que tu vois un truc que beaucoup d'entrepreneurs surestiment avant de se lancer? Il y a beaucoup de croyances, tu sais, qu'on veut se lancer, on se dit comment je vais trouver machin, mes clients, les impôts. Ouais, T'en as des... le risque, ouais, c'est risqué. Maintenant, tu peux très bien lancer une boîte avec quasi zéro. Enfin, moi, j'ai fait du porte-à-porte, ça m'a rien coûté. Le risque de quoi? Tu sors souvent, tu as le Pôle emploi, tu as France Travail qui va t'aider pendant X c'est mois. fou la France. Si tu as besoin d'avoir de l'argent même pour lancer ta boîte, France Travail peut te verser une somme dès le début et ensuite la deuxième somme de ton chômage au bout de X mois. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine trésor pour avoir les premiers frais. T'as pas besoin d'avoir un site internet pour démarrer. En fait, t'as pas besoin d'avoir 50 000 choses. Tu as juste besoin d'avoir une offre auprès d'une cible que tu vas tester. Donc tu testes ton offre auprès de plusieurs cibles. Dès que ça répond, en fait, tu continues, tu rentres dans ce tunnel et tu les sors, quoi. Ouais, ok, ça fait sens. Ça fait sens, c'est pas mal de conseils pour on va dire les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Et même ce truc-là, tu dis de choisir une seule et même direction, toi sur 3 ans, l'intérêt cumulé, il est dingue. Parce qu'en fait, en 3 ans, tu as fait une énorme boîte quand même. Tu as bien développé ta boîte, tu vois, sur 3 ans. Alors, vraiment, j'ai encore l'impression, je suis encore au début du truc et tout, tu vois. C'est très cool les chiffres, mais voilà, après, il faut qu'on stabilise, qu'on continue à croître. Forcément, on s'est fixé des objectifs qui sont ambitieux et qui sont vraiment atteignables. Mais oui, il y a des choses à faire, c'est clair. Et du coup, pour un peu illustrer cet exemple de ne pas se disperser, tu vois, moi en fait, je peux faire financer n'importe quelle formation. Donc, je peux très bien faire financer une formation sécurité au travail, formation X, Y. Et je le fais pas parce que je préfère rester dans des formations qui sont liées au digital, des réseaux sociaux, de l'IA, du SEO, des Google Ads, parce que au final, c'est notre secteur d'activité. On a un pôle de formateurs qui est dédié à ça. On connaît notre sujet. Bah vas-y, go, on continue, on fait que ça, quoi. Tu penses quoi du système d'études traditionnel de l'école et de ce que ça apporte? Et pourquoi du coup le digital c'est mieux selon toi? Alors, moi je suis ravi d'avoir suivi 5 années d'études parce que en fait, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai vécu des super moments, j'ai kiffé mes études. Le système de l'école a proprement parlé, du coup, le fait de créer mes formations, c'était un peu pour aller à l'encontre de ces systèmes-là. En fait, on balance beaucoup de théories, beaucoup de choses pour lesquelles c'est pas forcément très utile, c'est pas forcément très concret. On écoute à moitié, etc. Et donc l'idée, c'était plutôt d'avoir des formations qui étaient très tournées sur l'opérationnel. D'un côté, le système de l'école te permet de découvrir plusieurs choses, donc d'ouvrir le champ des visions, de te sociabiliser, il te permet beaucoup de choses. Mais je pense que ce que j'ai appris en 5 ans, j'aurais pu l'apprendre vraiment en 6 mois, 1 an condensé, quoi. Mais t'as bien vécu. Mais j'ai bien vécu. Ok, magnifique. Est-ce que je pourrais te poser, là l'idée ce serait de te poser une dizaine de questions assez rapidement. Et tu réponds par oui/non. Ok. Alors, est-ce que la majorité des Français savent vraiment que l'État leur donne de l'argent pour se former? Non. Est-ce que l'école t'a réellement aidé à monter un business rentable? Oui. Est-ce que avoir fait des études, ça t'a permis de générer 80 000 euros de chiffre d'affaires? Non. Est-ce qu'il vaut mieux être propriétaire en France que liquide avec de l'argent sur un compte? Oui. Est-ce que l'immobilier, c'est encore un bon moyen de s'enrichir en France aujourd'hui? Oui. Est-ce que la majorité des gens sous-estiment complètement l'impact de se former intelligemment et d'avoir les bonnes compétences? Complètement. Est-ce que rester salarié trop longtemps, ça peut freiner une trajectoire entrepreneuriale? Oui. Et est-ce que gagner plus d'argent, ça règle vraiment les problèmes au début? Non. Ok, dernière question. Est-ce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont jamais investi sur eux-mêmes? Oui. Magnifique.
nous fait pas mal de points. On voit un peu tes positions sur tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc que tu voudrais partager avant la fin de ce petit podcast qu'on a pu tourner, toi et moi? Non, franchement vraiment, à tous les entrepreneurs qui nous regardent, que vous soyez à un niveau qui est débutant, intermédiaire, avancé, enfin, vraiment, dans la maison, on a un peu tout. Moi, ça fait plusieurs mois déjà que j'avais découvert le site Connect et Yoann. Plusieurs fois que j'avais un petit peu décalé parce que voilà, côté perso et tout, je pouvais pas. Et vraiment, je recommande à 200% Connect parce que l'expérience elle est dingue. On rencontre des personnes avec lesquelles on est hyper aligné. C'est un boost pour notre business. Enfin, vraiment, je recommande à 200%. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus, y foncez. Putain, mais quel boss. Merci, beau gosse. Ça fait plaisir. Magnifique.